Bonjour à toutes et à tous à ce webinaire ce matin consacré à la prévention des accidents du travail graves et mortels. Nous allons commencer d'ici quelques instants, le temps de voir tout le monde arriver à ce webinaire. Nous attendons pas loin de 300 personnes. Merci à toutes et à tous de l'intérêt que vous portez à ce sujet aujourd'hui, journée mondiale de la santé et de la sécurité dans le bon ordre et de la santé au travail. On va se laisser quelques instants. Bonjour à toutes et à tous. On espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à utiliser l'outil qui se trouve sur votre droite pour nous dire que tout fonctionne bien. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer. Merci pour votre retour, pour nous dire que tout fonctionne. C'est super. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer d'ici 1 minute. Vous êtes nombreux ce matin à ce webinaire qui, j'espère, va vous donner des informations sur des actions de prévention qui ont été menées dans la région et qui pourraient vous donner des pistes d'action. On va commencer progressivement. Si vous en êtes d'accord, on va y aller. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Le sujet va donc être largement abordé dans les entreprises qui vont certainement animer des journées, la journée en événements santé-sécurité ou bien qui vont proposer des ateliers thématiques sur un risque ou sur un autre. Alors même si le sujet de la sécurité et de la prévention doit être une préoccupation permanente dans les entreprises, aujourd'hui, avec cette journée mondiale, il nous est donné l'occasion, permettez-moi l'expression, de faire du bruit et d'être entendu par le plus grand nombre. Je vais commencer par me présenter. Je suis Gaëlle Faure, je suis responsable de la communication à AST67, Alsace Santé au Travail. Et aujourd'hui, je coordonne l'animation de ce webinaire à vos côtés. Alors pourquoi parler de prévention des accidents du travail graves et mortels? Alors rappel de quelques chiffres, en 2022 dans le Grand Est, on compte 76 000 accidents du travail déclarés, plus de 41 000 ont occasionné un arrêt de travail et 50 personnes ont perdu la vie au travail. Donc lutter contre ces accidents du travail, c'est le point fédérateur de tous les intervenants de ce webinaire. Et pour ce faire, des actions sont régulièrement menées par les uns et par les autres. Et ce matin, nous allons vous présenter 5 actions singulières qui permettent de prévenir les accidents graves et mortels. Donc la MSA nous présentera une action de prévention dans le secteur forestier. La CARSAT nous présentera un outil d'analyse des accidents du travail. GEST, Grand Est Santé Travail, nous présentera un outil de réalité virtuelle pour prévenir les risques dans la grande distribution. L'OPP-BTP, l'organisme de prévention du BTP, fera un bilan 2022 des accidents graves et mortels et nous présentera l'accompagnement d'une entreprise dans laquelle a eu lieu un accident du travail mortel. Et enfin, la DRETS présentera une action collective de contrôle menée dans le beau département des Vosges. Alors, toutes les institutions présentes ce matin autour de ce webinaire font partie du CROCT. Le CROCT, c'est quoi? Eh bien, c'est le Comité régional d'orientation et des conditions de travail du Grand Est. Et cette action d'information ce matin, ce webinaire, s'inscrit dans le cadre du plan régional santé-travail en vigueur. Quelques informations pratiques avant de rentrer dans le concret. Ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible la semaine prochaine sur le site internet du PRST4. Je vous donnerai le lien à la fin du webinaire, ainsi que les supports des interventions. Le temps de questions-réponses aura lieu en fin d'intervention, donc vers les midis. On a fait le choix de ne pas découper les temps de questions-réponses, mais vraiment de poser les questions à la fin. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions par l'interface qui se trouve sur votre droite. Et avec tout ça, on vous proposera un petit sondage de satisfaction à la fin, donc restez bien jusqu'au bout.
Et avec ça, je vous ai dit l'essentiel. Il est temps maintenant pour moi de laisser la parole à Corinne Cherubini, qui est directrice régionale de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Oui, bonjour à toutes et à tous. La France a souhaité amplifier sa participation à la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, commémorée chaque 28 avril depuis 20 ans par l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Cette année, en Grand Est, comme dans l'ensemble des régions et pays participant à cet événement, nous portons notre regard sur le thème environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droits fondamentaux. Pour faire vivre cet axe, nous nous arrêterons sur la question de la prévention des accidents du travail. En effet, depuis 2010, un plancher semble avoir été atteint. En 2022, plus de 530 000 accidents ont entraîné un arrêt de travail au niveau national et 588 salariés sont décédés en travaillant. Les pouvoirs publics français ont fait de cette problématique un enjeu majeur avec pour objectif de faire baisser la sinistralité au travail. La Journée mondiale de la santé et sécurité au travail est l'occasion d'informer le public sur les actions menées par les préventeurs en matière d'accidents du travail graves et mortels, ainsi que de répondre à une ambition du plan national de prévention. Dans la région Grand Est, comme pour l'ensemble des régions françaises concernées par la sinistralité au travail, ce thème sera central. Pour notre région, l'année dernière, nous avons observé que 54% des accidents du travail donnaient lieu à un arrêt de travail et 50 personnes sont décédées. Pour renforcer les actions, le choix a été fait de décliner au sein du plan de prévention des accidents du travail graves et mortels une ampleur plus importante en le posant et en le faisant faire comme un axe majeur du plan régional de santé au travail, le PRST. Pour faire vivre cette journée mondiale, le CROCT a décidé de mobiliser en informant et en sensibilisant le public sur cette thématique des accidents du travail sous la forme à laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, ce webinaire. Au cours de cette matinée, plusieurs cas concrets vont être présentés pour vous outiller et conduire vos réflexions et vos actions en ce domaine. Au-delà de cette journée, la mobilisation se poursuivra notamment à travers le PRST et ses groupes de travail. Je pense particulièrement aux travaux concernant le secteur forestier et agricole, mais aussi à la prévention du risque routier professionnel, sans oublier les actions en faveur des travailleurs intermédiaires ou des publics vulnérables. Enfin, avant de céder la parole et de rentrer dans le vif du sujet, voulais vous remercier tous pour l'intérêt porté à ce sujet, remercier les participants pour les travaux préparatoires et plus particulièrement Geste qui a bien voulu, avec son président et ses équipes, Gaël Faure en est illustration, intervenir et faire en sorte que ce webinaire soit bien réussi. Merci Madame Cherubini pour votre intervention et votre disponibilité ce matin pour lancer effectivement ce webinaire. Nous allons maintenant donner la parole à Sophie Poignant qui va donc nous présenter l'action menée dans le secteur forestier. Bonjour, donc je vais vous présenter au Bonjour niveau Sophie. du contexte Par- régional. Pardon Sophie, juste une petite précision avant de commencer, excusez-moi de vous interrompre dès le départ. C'est noté Diane Schellenberg, pardon, pardon, c'est marqué Diane Schellenberg sur votre étiquette. C'est juste un petit problème technique. Vous êtes bien Sophie Poignon. Tout à fait, Sophie Poignant de la MSA d'Alsace. Merci. Alors pour reprendre le contexte régional, nous avons une sinistralité importante en agriculture et surtout dans le secteur forestier. L'actualité fait qu'il y a eu un accident il n'y a même pas 10 jours dans les Vosges, un accident mortel d'un salarié. Nous avons une forêt très développée qui est presque à 2 millions d'hectares de forêt. Il y a aussi, et vous en entendez tous parler, une évolution climatique et une évolution des écosystèmes qui font qu'il y a toute une transformation de la filière bois qui ont des impacts à la fois sur l'état sanitaire de la forêt, sur les méthodes d'exploitation, mais ce qui a aussi beaucoup de conséquences sur le tissu économique et sur les risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le milieu forestier, ce sont de nombreuses structures qui sont de petite taille, qui ont souvent moins de 10 salariés
et qu'il faut évidemment toucher par des actions de prévention très ciblées. Les actions, en fait, au niveau du forestier, se sont inscrites au niveau, d'une part, du PRST 3 et dans la continuité avec le PRST 4. C'est un partenariat, très prolifique puisqu'en fait, c'est avec l'interprofession du bois, avec l'ONF, des médecins du travail, des médecins, des préventeurs, des syndicats et l'ARACT, et l'objectif, en fait, au niveau de cette action, c'est de diminuer la sinistralité dans le milieu professionnel forestier, tout en développant la culture de prévention. Je vais vous présenter déjà l'axe 1, donc qui est d'intégrer la santé et la sécurité au travail dans les formations initiales et continues des métiers de la forêt. On sait que la santé sécurité au travail est de plus en plus intégrée dans les établissements d'enseignement, mais c'est d'aller un peu plus en profondeur, c'est de parler de tous les sujets, de faire par exemple remonter les accidents du travail. Ensuite, au niveau de l'axe 2, nous comptons mener des actions collectives de prévention, à savoir, développer l'utilisation des systèmes de radiocommunication au sein des équipes de bûcherons. Ce qui fait qu'en fait, il y a moins, de trajets à faire entre chaque salarié. On va pouvoir se parler à distance, on va éliminer un certain nombre de risques, et ce qui va permettre en fait d'avoir une bonne culture de prévention, et là, le but est de recenser, et de faire un questionnaire au niveau des entreprises qui utilisent déjà ce système, pour voir, les bénéfices et en faire profiter les autres entreprises. Ensuite, il y a aussi matérialiser les points de rencontre des secours en forêt. Ça va être utile pour les salariés qui travaillent en forêt, mais ça va être aussi utile pour les usagers. L'objectif premier, c'est de faire connaître l'application, Point de secours en forêt, avec ce qui est une application qui est sur le téléphone, qui permet de matérialiser en fait quel est le point de rencontre le plus proche, et qui va pouvoir permettre de développer en cas d'accident, la survenue et l'arrivée, des secours le plus rapidement possible. Donc là, c'est vraiment une action de communication, oui, mais aussi d'implantation, et là, c'est un partenariat avec tous les usagers de la forêt, Club Vosgien, Fédération de randonnée, des vététistes et des communes. Donc on voit que c'est à la fois professionnel et dans le milieu, public. Ensuite, au niveau de l'action 2, nous avons aussi la mise en place d'une expérimentation de groupe d'échange entre bûcherons, qui a été à la base, avec l'ARACT Grand Est. Donc là, c'est vraiment pour favoriser les échanges entre pairs, faire émerger une culture commune de prévention dans le milieu. C'est vraiment en fait que le milieu professionnel forestier, discute entre eux, pour faire en fait des rencontres collectives, pour avoir des espaces de discussion et pour partager les enseignements communs. Et au niveau de l'axe 3, en fait, nous avons fait une étude, des accidents du travail mortels en forêt depuis 2005 jusqu'à, 2023, pour voir s'il y avait des déterminants communs, et ensuite élaborer un cahier des charges pour la constitution d'une base de données. Et la première des actions qui a été mise en place grâce au PRST3, c'est d'avoir un canevas d'enquête accidents du travail, en commun, pour faire ressortir des thématiques. Donc ce qui arrive, c'est qu'on a fait des documents de sensibilisation, il y en aura encore d'autres, la construction d'une base de données, et ce qu'on a identifié comme le plus important, c'est la création en fait de vidéos capsules, des modules très, très courts qui feront moins de 2 minutes, qui seront sur l'ensemble des réseaux, pour parler à la fois du rebond de tronçonneuse, pour parler des équipements de protection individuelle. Ces vidéos seront à la fois aussi pour le professionnel, mais aussi pour le particulier, et seront, disponibles en fait pour, les enseignants, pour les formateurs, pour tout un chacun, qui peut être lié, à ces risques. Mais nous avons aussi des actions en lien, dans le cadre d'une convention régionale pour l'intégration de la santé et de la sécurité dans l'enseignement agricole. Donc, l'ensemble des partenaires, en fait, interviennent auprès des jeunes, auprès des enseignants, auprès des formateurs, des moniteurs, et il y a aussi toute une action de participation aux réunions des maîtres de stage et d'apprentissage pour resensibiliser, que ce soit, pour l'utilisation de machines dangereuses, pour toutes les questions réglementaires et de sécurité, et il y a également des partenariats ponctuels avec les jeunes lors de salons. Mais nous avons aussi une action avec, les services de l'inspection du travail, qui développent en fait depuis plusieurs années, des contrôles sur chantier. On se rend compte que pour faire avancer la prévention, il faut aller au plus près. Donc, le but, c'est d'aller, sur le chantier, d'aller vérifier l'organisation du chantier, la fiche de chantier, la signalisation, l'accès.
Donc, vérifier que les voies sont bien dégagées, que les travailleurs respectent bien des distances de sécurité. D'aller voir aussi si les personnes sont formées, si la trousse de premiers secours est bien présente, et en cas d'accident, voir les mesures qui sont prises, pour, que les secours rapidement possible. Nous faisons aussi très attention au travail isolé. Le cours soit appelé le plus rapide. Il y a une interdiction de travail isolé, mais seulement quand c'est des arbres en courrier. Donc, le travail isolé est possible, mais avec des mesures qui garantissent la sécurité. Donc, il faut vraiment aller voir au plus proche ce qui se passe vraiment, la conformité du matériel, la vérification des équipements de protection individuelle, s'ils répondent bien à la bonne norme, s'ils sont bien adaptés, et tout ce qui est question d'hygiène. Et nous finissons, surtout par une intervention, une sensibilisation également, tout ce qui est maladie de Lyme et chenilles processionnaires. J'en ai fini pour mon intervention. Merci Sophie Poignant pour votre intervention sur ce qui est développé dans le domaine forestier par la MSA. Nous allons continuer avec Aline Ciossa et Luc Dreuil pour nous présenter un outil d'analyse des accidents du travail. Ah, on a perdu Aline. On va attendre qu'elle revienne. Si ce n'est pas le cas, je vais reprendre le partage de son diaporama. Il n'y a pas de souci, on va juste attendre une petite seconde, elle ne doit pas être bien loin. Voilà. Aline, on vous attend pour le partage de votre diaporama. Bien, bon, je vais commencer cet échange avec vous. Je vais vous présenter un petit peu la genèse de cet outil. Donc, en 2018 et de 2018 à 2022, les 3 caisses de l'interrégion Grand Est, donc Bourgogne-Franche-Comté, Nord-Est et Alsace-Moselle, nous avons réfléchi à une action commune. L'objectif étant de cibler les entreprises qui avaient eu un accident grave, ou un accident mortel, et qui n'avaient pas eu accès à un conseil ou à une visite de la part de nos agents. Donc, c'était généralement des petites entreprises ou des moyennes entreprises qui n'étaient pas ciblées par une grande action nationale. Quand on parle de grande action nationale, c'est TMS, risques chimiques. Donc, en fait, sur cette période, il y a 543 établissements qui ont été questionnés sur leur capacité à analyser leurs accidents du travail graves et leur capacité ou leur connaissance pour mettre en place des mesures de prévention qui soient adaptées et faire en sorte que ces accidents-là ne se reproduisent plus. Donc, on a outillé cette action, sachant que cette action était menée de manière dématérialisée. Donc, on avait mis en place un outil d'échange dématérialisé avec les entreprises, dans lequel on leur faisait part de nos demandes, on leur demandait de déposer leurs analyses, leurs plans d'action, et à côté de ça, nous analysions ces informations-là, ces données, et nous revenions vers elles pour savoir, ok, c'est bon, le travail que vous avez fait est tout à fait cohérent avec ce que nous attendons, et donc continuer comme ça. Si jamais il y avait des problématiques en termes d'analyse ou des analyses avec un certain nombre de biais, nous revenions vers elles pour leur dire, écoutez, ça ne nous convient pas, il faudrait, soit vous avez les compétences en interne et il faudrait reprendre pour telle et telle raison, soit vous n'avez pas les compétences et à ce moment-là, nous vous recommandons de mettre en place une formation action ou éventuellement une formation d'analyse AT pour un de vos agents et faire en sorte que monter en compétence pour pouvoir analyser ces accidents et mettre en place des plans d'action qui soient cohérents. Dans les outils que nous avons mis en place, parce que nous nous sommes rendus compte assez rapidement qu'un certain nombre de petites entreprises ou d'entreprises moyennes n'avaient pas de grille d'analyse, de fiche d'analyse datée. Donc, nous avons en interrégion rédigé, proposé une fiche que nous avons mis à disposition pour accompagner ces entreprises. Et globalement, un certain nombre d'entreprises ont
repris cette fiche-là en disant cette fiche nous intéresse et nous souhaitons la mettre en œuvre dans notre établissement. Nous avons mis en place un certain nombre de formations-actions, je dirais ne serait-ce que sur la partie 2021-2022, on a fait 8 sessions de formation pour un certain nombre d'entreprises. Et surtout, derrière, il nous a paru important de générer, sur les accidents récurrents, de générer une fiche qu'on appelait le flash AT ou le flash info AT, une fiche pour montrer comment on devait procéder. Donc cette fiche, à titre d'exemple, sur le slide suivant, cette fiche, elle se présente en quatre pages. Sur la première page, il y a les circonstances de l'accident. Donc là, vous voyez que le thématique de la fiche, c'est la chute de plein pied. Vous avez les circonstances de l'accident qui s'est déroulé dans une entreprise. Sur la deuxième page de ces flash AT, il y a une analyse, un arbre des causes de l'accident. Assez souvent, dans des entreprises qui n'ont pas les compétences ou les connaissances pour faire une analyse, on retrouve ce qu'on appelle un petit train, c'est-à-dire qu'on a les différentes actions qui se succèdent. Donc là, on montre un petit peu comment doit être mené un arbre des causes ou une analyse d'un accident du travail. Sur la troisième page, on va retrouver les mesures de prévention qu'il aurait fallu faire ou suite au plan d'action qui a été mis en place dans l'entreprise, ce qui a été mis en place dans cette entreprise-là. Et enfin, sur la dernière page, toute la documentation du réseau qui permet à l'entreprise d'accéder à des informations ou à des outils ou éventuellement à des documentations techniques qui permettent de sensibiliser sur cette thématique. Donc, sur cette période de 2018 à 2022, on a 20 flash AT qui ont été rédigés. Donc, vous voyez que ça va globalement, la première, c'est une des choses que l'on voit pratiquement pour lequel on a 1 ou 2 accidents extrêmement graves par an qui concernent le toilage sur tour conventionnel, toilage à la main sur tour conventionnel. Et vous avez un certain nombre de thématiques là, les machines portatives, on l'évoquait tout à l'heure avec les tronçonneuses sur la présentation presse. Mais on a également la même thématique sur les entreprises du régime général hors agriculture ou sylviculture. On a énormément d'accidents avec les petits outils électroportatifs ou thermiques. Voilà. Donc, les chutes de plein pied, les chutes de hauteur, les incendies, explosions. Voilà. Donc, on essaye en fait de documenter chaque grande thématique d'accident par un flash AT qui soit le plus complet possible. Voilà, donc alors, j'ai parlé de 2018-2022, nous rentrons dans un nouveau cycle d'action et donc la grande interrégion a décidé de continuer cette action-là puisque les entreprises, nos partenaires sociaux au niveau de nos différentes commissions, comités et commissions et les entreprises qui ont l'habitude de lire ces documents-là nous demandent de continuer et nous allons continuer sur le prochain run, on va continuer de 2023 à 2027 à produire ce type de flash AT. Moi, je vais laisser Aline vous présenter de manière plus précise un des exemples qui a été, un des flash AT qui est nommé ici. Merci Luc. Effectivement, pour illustrer les propos de Luc Dreuil, ce qu'on vous propose, c'est d'entrer sur un des flashs qui a été réalisé, donc qu'on peut trouver sur les sites de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté avec les outils, mais également sur le site de la CARSAT Alsace-Moselle et de la CARSAT Nord-Est. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un exemple d'accident malheureusement assez fréquent et qui peut avoir des conséquences dramatiques. On se penche là sur le flash AT, donc numéro 9, pour ceux qui veulent le rechercher.
sur l'effondrement de racks de stockage dans le secteur de la logistique. Donc, comme vous le disiez, Luc, là, je fais un focus sur cette première partie où on décrit l'accident et je vous propose qu'on en parle ensemble. Donc, là, on fait un récit qui est très factuel où on explique ce qui s'est passé. Donc, c'est un salarié intérimaire qui conduit un chariot élévateur qui est spécifique à l'activité, mais qui est habituel. Il fait du transfert de marchandises sur des racks de stockage. Il circule en marche arrière dans une allée entre deux racks et pendant la manœuvre, en fait, il percute une échelle de rack. Le rack s'effondre, mais par effet domino, vous avez 3 travées de rack qui s'effondrent également. Le chariot se renverse parce il se retrouve impacté par la chute de matière pulvérulente. Heureusement, le salarié, alors il est sous les décombres, mais grâce à la structure du chariot, il n'a pas de dommages physiques. Et c'est grâce au téléphone portable qu'il a avec lui que les secours le retrouvent et font un tunnel pour le dégager. Donc là, c'est un récit avec une fin, on va dire, heureuse pour la victime. Ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, l'idée de cet exemple d'analyse datée, c'est de savoir que faut-il mettre en place pour que cela ne se reproduise pas. Donc, dans la deuxième partie de la fiche, Luc vous a montré dans la partie précédente un exemple où il y avait la méthode d'analyse par l'arbre des causes qui était utilisée. Là, dans cet exemple-là, l'outil utilisé, c'est la fiche d'analyse datée qui a été réalisée par l'interrégion. Donc, là, c'est un exemple qu'on vous donne. Il faut l'adapter à chaque situation d'entreprise. Mais en tout cas, à l'aide de cette fiche, on donne un exemple d'analyse. Et donc, dans cette première partie d'analyse, on regarde plusieurs paramètres. Donc, l'activité, de manière très factuelle, voilà. On sait que l'intérimaire circulait en marche arrière entre deux racks dans une allée pour aller chercher une palette. On regarde aussi l'organisation. On sait que cette manutention, elle se fait mécaniquement, qu'elle est habituelle et que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel par rapport à l'activité de l'établissement. On regarde aussi au niveau matériel ce qui est utilisé. Donc là, on sait que c'est un chariot rétractable qui est spécifique pour les manutentions dans les racks de stockage. On sait que les racks de stockage sont de grandes dimensions. On sait que les lisses sont chargées au maximum de leur capacité, que les échelles de rack sont en surcharge. Donc là, c'est factuel, on le sait au travers de l'expertise judiciaire qui a été faite. Et on sait que les pieds d'échelle sont exposés aux chocs et aux collisions dans cet entrepôt. D'un point de vue humain aussi, il faut regarder également ces éléments-là, donc pareil, de manière très factuelle. Donc on sait que le personnel est un personnel intérimaire, qu'il a un CACES, donc sans doute une autorisation de conduite également, et puis qu'il a été informé oralement des tâches à réaliser, qu'il y a eu un accueil au poste qui a été réalisé. On regarde aussi l'environnement de travail, il ne faut pas l'oublier dans cette analyse des circonstances qui ont pu amener à l'accident. Donc, on a regardé les situations d'éclairage, voilà, on sait qu'il y a 220 lux, donc éclairage a priori assez correct, que les largeurs de l'allée de circulation sont également adaptées à une circulation de piétons et avec le passage d'un chariot. On est dans le respect des préconisations de l'INRS. Donc, ce qu'on conseille également dans cette analyse, après, c'est de remonter aux causes identifiées de l'accident. Donc, on en a de 3 natures, soit organisationnelle, soit technique, soit humaine. Et en général, c'est une combinaison des 3 qui fait qu'on arrive à l'accident. Donc, d'un point de vue organisationnel, ce qui a été identifié, c'est que la charge maximale par échelle prévue par le constructeur, elle est dépassée. Donc, ça, c'est une première cause identifiée. D'un point de vue technique, c'est ce qui avait été aussi mentionné dans l'analyse, c'est que les pieds d'échelle, ils sont exposés au choc et aux collisions. Et puis, d'un point de vue humain, donc on sait qu'il y a un accueil au poste, et ça, c'est plutôt un point positif. En revanche, c'est une information orale qui est réalisée. Donc, à partir de ces causes identifiées, le dernier travail, mais qui est pas le moindre, c'est d'identifier des mesures de prévention, puisque l'idée, c'est que quand on analyse un accident, c'est pour comprendre ce qui s'est passé et surtout faire en sorte
de mettre en place des actions pour que cela ne se reproduise pas. Donc là, dans les mesures de prévention possibles, de la même manière, on identifie trois natures de mesures de prévention. Donc d'un point de vue organisationnel, alors il y a eu certes les dégâts qui ont été causés par l'accident, mais de toute façon, il faut reprendre l'ensemble des RAC, puisque ce qui avait été noté par l'expertise judiciaire, c'était que la charge totale qui était sur l'hélice n'était pas en lien avec ce qui était acceptable pour le matériel. Donc, remettre en adéquation la charge qu'il y a sur l'hélice avec la charge admissible par échelle. D'un point de vue technique, quelque chose qui peut être mis en place, c'est bien sûr des protections au niveau des pieds d'échelle. Il y aura sans doute toujours des chocs et des collisions, mais ce seront les protections qui feront rempart et puis les pieds d'échelle. L'idée aussi, c'est de revoir l'affichage. C'est quelque chose qui est demandé, de refaire l'affichage justement pour savoir ce qu'on peut mettre dessus et quelle est la charge admissible, et puis de revérifier l'ensemble des charges admissibles sur les racks qui n'auraient pas été impactés par l'accident. D'un point de vue humain, donc on a vu qu'il y avait un point positif qui était l'accueil au poste, mais l'idée c'est d'aller plus loin sur cet accueil au poste et d'évaluer les compétences qui sont requises pour le poste. Donc ça, c'est ce qui est proposé au travers de la fiche pour permettre que des accidents de ce type-là ne se reproduisent pas. Et la dernière mention de la fiche, effectivement, c'est on apporte tout un tas de notions techniques qui sont synthétiques, puisqu'on ne peut pas. Le format de la fiche fait qu'on veut quand même être assez complet dans les informations qu'on donne, mais on ne peut pas développer tous les aspects. Donc, pour une entreprise, un chef d'entreprise, des préventeurs, un service de santé qui voudrait aller plus loin sur la thématique, ou voir ce qu'il peut mettre en place sur les différents points que j'ai évoqués dans la fiche, on peut retrouver des éléments de documentation pour justement aller plus loin sur, par exemple, le CACES, sur les rayonnages métalliques, sur les chariots automoteurs. En fait, tous les éléments constitutifs de l'accident ou des mesures de prévention qu'on a identifiées au travers de cette fiche. Donc, en conclusion, déjà, je vous remercie pour votre attention et puis on répondra aux questions à la fin. Donc, l'analyse datée qu'on préconise au niveau de la prévention et les exemples d'analyse qu'on se propose de donner au travers de ces flashs info AT, ça constitue une aide pour les entreprises pour comprendre ce qui est arrivé et, comme je le disais, de mettre en place des actions pour que cela ne se reproduise pas par la suite. Voilà, merci de votre attention. Merci Luc et Aline pour votre intervention sur ces flash AT. On a bien noté, on voit bien les questions qui commencent à arriver. Un petit peu de patience, on va répondre à la fin de ce webinaire vers midi. On va continuer notre webinaire avec Audrey Krebs qui va nous présenter un outil d'immersion de réalité virtuelle pour prévenir les risques, notamment dans la grande distribution. Tout à fait, merci Gaëlle. Donc moi je suis Audrey Krebs, je suis infirmière en santé au travail et effectivement on va voir ensemble comment la réalité virtuelle s'invite dans la prévention des risques dans la grande distribution. Alors, je n'ai pas la main sur le diaporama, tout va bien. Alors il faut que tu retournes dans le diaporama pour faire bouger les diapos, Audrey. Super. C'est bon, il a pris. C'est mon clavier qui s'était mis en veille. Le menu, on va tout d'abord évoquer quelques chiffres par rapport à l'accidentologie. On va voir comment les partenaires complémentaires ont réussi à mettre une action en place. Qu'est-ce qu'on a choisi comme prescription technique pour avoir un message commun et harmonisé? Quels sont les collaborateurs qui travaillent ensemble? On verra ensuite une petite vidéo de ce que c'est que Optimus Prev et puis on verra ensuite quels sont les objectifs de l'utilisation de cette technologie et comment est-ce qu'on déploie les formations. Donc, quelques chiffres. La grande distribution en France, c'est 10 grandes enseignes, environ 510 000 salariés.
Et puis, comme vous pouvez le voir, quand on parle sinistralité, que ce soit par rapport aux accidents du travail ou par rapport aux maladies professionnelles, on voit bien pour les chiffres 2021 que la grande distribution est un secteur qui est bien plus impacté que tous les autres secteurs confondus. Donc, un tout petit mot sur les partenaires. Donc, les services de prévention de santé au travail interentreprise, donc des départements d'Alsace et de Moselle, se sont organisés en consortium avec la CARSAT Alsace-Moselle et la DRETS Grand Est. Et donc, nous avons des réunions régulières où nous faisons vivre l'action et puis où on fait évoluer les choses, on écrit des scénarios pour qu'on puisse après valoriser nos actions dans la grande distribution et auprès de toutes les enseignes. Donc, d'un point de vue des mesures, en fait, on a défini une liste de mesures socles qu'on considère comme, entre guillemets, obligatoires en termes de prévention. Il y en a 26 exactement. Et puis, on s'est mis d'accord sur toutes ces mesures et sur tous les critères à respecter pour avoir vraiment un même message commun de prévention. D'un point de vue pratique et surtout technique, vous imaginez bien qu'on n'a pas réussi à faire ça tout seul. Donc, on a eu le concours de l'INSA Strasbourg, de Holo 3 pour la partie réalité virtuelle. Certes, les gens qui sont spécialisés dans tout ce qui était technique ont fait tout ce qui était informatique, on va dire. Et certaines enseignes ont mis à disposition leur supermarché pour qu'ils puissent être scannés. Donc, on est parti de supermarchés réels qui ont été scannés et qui ont été ensuite modélisés pour qu'on ait un supermarché virtuel ensuite dans lesquels faire évoluer des personnages et mettre en place des scénarios avec des situations à risque. Alors, on va voir ce qu'est Optimus Prev. La vidéo. C'est parti, tout va bien. Voilà pour la petite vidéo. Je vais reprendre mon diaporama. Hop là. Voilà. Donc, hop là, pardon. Au niveau du matériel, donc, nous sommes dotés d'une station de réalité virtuelle, bien sûr, avec un casque, des manettes et puis un PC gamer. Et on a un petit kit avec des fiches pédagogiques et chaque fiche correspond à un scénario de la réalité virtuelle avec l'explicatif, ce qui est attendu, quel type de risque on vise par là. Donc chaque service de santé et puis la CARSAT possède ce type d'équipement.
quels sont les objectifs d'une telle formation? En fait, on permet aux salariés d'identifier des situations dangereuses qui correspondent à leur quotidien et à leur métier. Ça permet de se poser des questions sur sa pratique au quotidien en circonstances réelles. Tous les supermarchés sont différents, on n'est pas forcément tous dans des locaux très modernes et tout à fait adaptés. Et puis, ça permet aussi aux gens de se rencontrer, d'échanger entre eux, les salariés de différents supermarchés d'une même enseigne, tout en mettant en avant ces fameuses 26 mesures socles définies de manière régionale. Et donc, la journée de formation, en fait, elle est organisée par rapport au rapport d'audit. Donc, on se rend en magasin. En général, on est en binôme service de santé et CARSAT. Et puis, on consacre 2 heures à visiter un magasin avec notre liste des 26 mesures. On coche ce qui va pas, ce qu'il faut absolument améliorer. Et puis, à l'issue de cette visite, on établit un rapport avec des photos et on se base là-dessus pour vraiment construire la formation qui est adaptée après à l'enseigne et au magasin visité. Et puis, les journées sont organisées donc avec, en général, 3 voire 4 magasins différents d'une même enseigne, des salariés, donc à chaque fois la directrice ou le directeur de magasin qui choisit des salariés qui participeront aussi à cette journée. Et puis, chacun est mis en situation selon son métier. Parfois, peut tenter une autre situation du métier qui correspond à un collègue. Ça permet d'échanger, de se projeter, d'ouvrir un peu son regard vers ce que font les autres dans le même magasin. Et à l'issue de chaque scénario, donc il y a des briefings. La personne dit comment elle a ressenti le scénario. Les collègues discutent, on discute tous ensemble. Et le but de tout ça, c'est d'établir un plan d'action. Donc par rapport aux mesures socles qui ne sont pas correctement remplies, enfin dont les conditions ne sont pas correctement remplies, et de dire, voilà, par exemple, le quai n'est pas sécurisé, la priorité, c'est de sécuriser le quai parce qu'on a eu un accident en telle année, et on va commencer par ça. Je vous remercie pour votre attention. Merci Audrey pour cette présentation de réalité virtuelle. On va continuer notre webinaire avec l'intervention de Pascal Bouilly sur le bilan des accidents du travail dans le bâtiment en 2022. Et je vais de suite partager avec vous le support. Hop. Bien, bonjour à tous. L'idée de cette intervention est de faire un petit bilan sur 2022 et de proposer des solutions d'accompagnement lors d'un accident du travail. Excusez-moi, j'arrive. Je cafouille dans les multiples supports. Hop, on y est. Alors, un petit rappel sur la méthodologie. Les chiffres présentés sont issus du système de remontée d'informations de l'OPP, et évidemment, ce n'est pas un système exhaustif. Ils sont à prendre, ces chiffres sous toute réserve, et ne peuvent évidemment être comparés aux statistiques ATMP de la CNAM. La situation sur 2022 par rapport à 2021, donc vous pouvez remarquer qu'en 2021, on était à 317 accidents graves et mortels et fin 2022, 394. Donc, comme on l'explique, une suractivité en 2022 qui s'est traduite malheureusement par des accidents significatifs, ce qui a généré de la part de l'OPP et BTP notamment des actions précises de communication dès le mois de septembre pour 2022 pour essayer d'enrayer la situation. Vous pouvez remarquer en partie basse que sont touchés également les intérimaires. Si on prend le total 2021 également, vous voyez bien une augmentation de 49 à 61 pour 2022. Donc en fait, intérimaires et salariés du BTP, les deux vont ensemble et manifestement une situation aggravante importante en 2022. Ce petit tableau que vous aurez avec l'ensemble des documents nous permet de faire un zoom plus précis sur ces 394 accidents du travail, dont les accidents graves et mortels. Et si vous voyez le petit zoom sur
la petite bulle, vous voyez que c'est 80% d'accidents dans le bâtiment et 20% dans le TP, dans les travaux publics. C'est ce qu'on conserve, ce qu'on consigne depuis quelques années. Ça n'évolue pas malheureusement. C'est à peu près la répartition qu'on constate. Et vous voyez en bas un petit tableau, vous pourrez regarder un peu plus précisément sur la répartition des accidents en fonction des mois de l'année 2022. Cette diapo pour illustrer le zoom plus précis de la cause des accidents mortels 2022, où là on voit sur la petite bulle évidemment les chutes de hauteur qui sont toujours un problème récurrent dans le BTP, avec effectivement, vous le voyez sur le petit tableau à votre droite, les chutes de hauteur 42 en 2022 pour 23. La deuxième problématique, c'était les risques de heurts et de chocs, essentiellement liés aux travaux publics, de 10 par rapport à 4. Et le troisième point zoom, on a eu en 2022 5 électrocutions qui sont liées essentiellement à l'activité forte des télécoms et des passages de fibres, avec des changements de poteaux et par rapport à la présence de lignes haute tension. Ce tableau illustre en fait la répartition sur l'année. Vous voyez au mois de juin-juillet quelques chiffres en rouge, un peu plus marquants pour insister sur la dérive que nous avons eue en juin-juillet suite à la forte arrivée des intérimaires et l'augmentation significative de la production en juin-juillet de l'année 2022. Au niveau du recueil du terrain pour lutter, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par rapport à nos adhérents du BTP pour les mettre en fait dans la meilleure dynamique? Tout d'abord, s'informer sans se sensibiliser. Donc, bien évidemment, pour l'ensemble de nos adhérents, il y a le site Prévention BTP qui ne cesse de monter en compétence en termes de connexion. Donc ça, c'est fait pour tous nos amis adhérents. Nous avons énormément de campagnes de communication, de sensibilisation sur les risques majeurs, avec des sujets dans le BTP qui sont menés 2 fois par an, comme ce qu'on appelle aujourd'hui des campagnes ciblées. Donc, au mois de septembre, nous aurons une campagne sur l'hygiène. Et là, récemment, nous avons une campagne sur les troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS, qui sont aussi d'actualité. Au-delà de ça, les conseillers animent des ateliers de documents uniques et évidemment des ateliers sur les PPSPS, les fameux modes opératoires de sécurité, protection, santé, qui sont de plus en plus demandés pour essayer avec eux, les entreprises, les compagnons, les encadrants, de mettre en avant cette communication. Également se former, aujourd'hui il y a tout un tas de formations qui sont en ligne, qui sont prévues pour chacun. Vous avez ce qu'on appelle chez nous des déclics, vous avez 20 à 30 déclics de 3 à 5 minutes. L'intérêt, c'est que nos confrères dans les entreprises, les chargés de prévention puissent s'en servir pour illustrer, animer des quarts d'heure de sécurité, des formations, des sensibilisations avec ces fameux déclics qui font l'objet d'informations en vidéo et d'évaluations en ligne systématiques. Donc ça plaît énormément. Et les derniers qui viennent de sortir, effectivement, sont évidemment très sollicités par des connexions importantes sur les TMS, sur les risques de chute de plein pied, et évidemment, une des plus consultées, les risques de chute de hauteur. Même si on se forme, il faut aussi être conseillé et accompagné. Donc, pour ce faire, dans l'activité Grand Est, nous sommes une équipe de conseillers et d'ingénieurs au service des entreprises. On est sur le terrain. Et pour éviter d'être pollué par tout un tas de questions qui sont relativement récurrentes, nous avons dans un premier temps la plateforme Prévention BTP en direct qui a été créée en 2019. Aujourd'hui, c'est assuré par une permanence de conseillers OPP BTP du lundi au vendredi. Et pour les entreprises, ça leur permet de se connecter, d'avoir la réponse en ligne, voire de chatter avec un conseiller en prévention et voire d'avoir une question plus pointue qui fera l'objet d'une réponse de notre part dans les 48 heures.
Évidemment, quand on a une situation d'urgence suite à un accident de travail, là par contre, il ne faut pas hésiter à appeler l'OPP-BTP. Et là, pour nous, c'est une priorité nationale. On pose le stylo et on va sur le terrain le plus rapidement possible. Comment ça se passe dans un accompagnement suite à un accident mortel? Un accident survenu en 2022, une situation tout à fait classique, un compagnon qui travaille sur une échelle à 5 mètres de hauteur pour aller faire un carottage dans un mur en pierre, évidemment avec une voirie en pente qui n'a rien arrangé. Et l'ensemble a fait que le compagnon a chuté et il est décédé. Donc, nous avons pris contact très rapidement avec l'entreprise, avec nos collègues de la CARSAT et de l'inspection du travail, nos collègues de la DRITS pour se rendre sur place. Évidemment, les enquêtes, c'est une chose, mais quelques jours après, nous avons pris contact avec le chef d'entreprise pour rentrer un peu plus dans le détail avec lui sur l'analyse des besoins et surtout l'écouter et voir dans un second temps ce que nous pourrons faire. C'est ce qu'on appellera un accompagnement. Alors cet accompagnement fera l'objet d'écoute d'une fiche à bien remplir pour l'analyse des besoins par le conseiller. Il sera repris au sein de nos équipes. On en parle, on en discute et autour de cette discussion, on essaie d'émettre un plan d'action le plus adapté à l'entreprise, petite, moyenne ou grandes entreprises, sur lequel nous allons rédiger un plan d'action avec des actions bien personnalisées, comme reprendre en main le document unique, travailler sur les modes opératoires, travailler sur une technique ou des lacunes au sein de l'entreprise qui ont été identifiées, bien évidemment de la formation. Et cet accompagnement, on essaie de le faire le plus personnalisé possible dans une durée courte de 3 à 6 mois afin de remettre l'entreprise dans les bons rails et surtout l'accompagner dans le temps avec d'autres contrats si nécessaire pour essayer de le remettre dans la bonne dynamique. Je vous remercie. Voilà à la fin de ce webinaire et disponible pour le temps d'échange, de questions-réponses. J'invite tous les participants, les intervenants, à ouvrir leur micro et à s'emparer des premières questions. Alors, la première d'entre elles concernait l'analyse des accidents de travail. Et la première question était de savoir si on devait avoir une formation particulière pour savoir analyser un accident de travail. Alors, je peux peut-être commencer à répondre et puis Luc me complète ou Pascal Bouilly si besoin. Nous, ce qu'on préconise en fait, c'est vrai que l'analyse datée, c'est pas toujours simple. Donc, il y a des outils qui existent qui peuvent être, dont peuvent s'emparer les entreprises. Mais sinon, on propose effectivement des formations à l'analyse datée dans les CARSAT qui permettent d'être un petit peu plus accompagnés, on va dire, dans la prise en main des outils et la mise en place de cette démarche d'analyse qui n'est pas toujours évidente. Oui, pour compléter ce que dit Aline, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Après, évidemment, on essaye aussi de s'adapter à la taille de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'initialement, je vous ai dit qu'on avait fait un petit outil d'analyse qui avait été repris dans l'exemple qu'avait développé Aline tout à l'heure, avec un mode opératoire pour justement permettre aux entreprises qui n'avaient peut-être pas la possibilité de former quelqu'un de manière plus importante ou plus académique, on va dire, sur l'analyse de la T, de commencer à se débrouiller toute seule. Et puis après, les choses, j'imagine que les choses viennent aussi au fur et à mesure qu'on avance dans ses connaissances, dans la technique. Potentiellement, les salariés peuvent aussi, qui font ce type d'analyse peuvent aussi demander de se former. Et donc, en effet, nous avons l'INRS forme à des séances de formation. Nous aussi, nous avons des séances de formation de 2 jours, il me semble, de mémoire, sur cette thématique-là, et pour lesquelles on explique comment mettre en œuvre l'analyse. Le coût de cette formation, j'imagine, se trouve sur les sites internet des CARSAT. Je rappelle simplement que nos formations ne sont pas payantes pour nos adhérents, pour
entre parenthèses, nos clients sont les entreprises et leurs salariés. Sont Merci à la charge pour, de l'entreprise. cette Seront à la charge de l'entreprise uniquement si c'est 2 jours, les repas et le découcher, mais nos formations sont gratuites pour nos clients. Merci de le préciser, hein, c'est toujours important. Une question suivante à propos des statistiques sur les AT graves et mortels. Est-ce qu'on retrouve des stats par secteur d'activité dans le Grand Est? Je peux répondre en étant désolée de ne pas pouvoir effectivement ouvrir la caméra, mais l'image s'est trop détériorée depuis le début de l'intervention. Donc bien sûr, hein, en fait, il existe, y compris au niveau régional, un certain nombre de données, et d'ailleurs la CARSAT pourra aussi compléter mes propos, qui permettent de retrouver par grande filière professionnelle le nombre d'accidents du travail avec arrêt et mortels. Merci pour cette précision, Madame Cherubini. Une autre question à propos Peut-être une précision. Pour nous, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Grand Est, c'est 2 CARSAT. La région administrative Grand Est, c'est 2 CARSAT. Donc ça veut dire que quand nous avons la possibilité de faire des extractions, des statistiques sur nos caisses, donc ça veut dire, et on l'avait fait au niveau du PRST4 et des journées précédentes, ça veut dire que quand on veut produire des statistiques pour la région Grand Est, nous additionnons nos deux extractions, Nord-Est et Alsace-Moselle, pour permettre d'avoir des statistiques complètes pour l'ensemble de la région Grand Est. Merci pour cette précision. Qu'est-ce qui permet de qualifier un accident du travail comme un accident du travail grave? Alors, quand on parle d'accident du travail grave, c'est lorsque une IP, une incapacité permanente est attribuée à… Oui, je peux peut-être prendre le relais. Hein. Sur la définition des accidents du travail graves, il n'y a pas de définition en fait dans le Code du travail. Hein. Pour nous, un accident du travail grave, c'est un accident qui a donné lieu à une IP. Donc, une incapacité permanente. Bon, on a perdu Luc Dreuil, je crois. Non, mais alors après, il y a 2 choses. Hein. Effectivement, vous allez au niveau Code du travail, il n'y a pas de définition. Il y a un usage. On vous entend, Luc Dreuil, allez-y. Vous dites un accident grave, c'est un accident qui provoque une incapacité permanente de travail. Face à quoi on nous dit qu'en fait, il n'y a pas de définition juridique d'un accident grave? Oui, mais quelque part, il n'y a pas de définition dans le Code du travail. Je rappelle que nous sommes l'assureur des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et qu'en tant qu'assureur, notre définition, c'est un accident grave, c'est soit un accident qui a donné lieu à une IP, soit un accident pour lequel, je dirais, la décision d'IP n'a pas été encore définitive, mais qui donne lieu à un certain nombre de jours d'arrêt, puisque, vous le savez, dans un très proche avenir, on va être questionné dans le cadre de la prévention des AT graves, AT mortels, sur des enquêtes beaucoup plus systématiques, avec des contrôles beaucoup plus systématiques. Et donc, c'est poser la question, quand il n'y a pas d'IP, comment on va cibler? Et en fait, ce sera IP ou 30 jours d'arrêt de travail initial. C'est-à-dire que chaque fois qu'on aura un accident du travail avec 30 jours prescrits en arrêt, on s'interrogera de savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment les choses se sont passées. Encore 2 petites questions et on se permettra de s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot sur l'importance de la prévention collective dans la prévention des accidents? La prévention collective en amont de la protection individuelle, c'est la base quand on parle de prévention des risques. Est-ce que quelqu'un peut nous dire un mot là-dessus? Alors, je rappelle simplement que dans l'ordre de l'évaluation des risques, hein, le plus efficace, c'est la suppression du risque. Et que, je dirais, quand on ne peut pas le supprimer, on essaie de le diminuer, techniquement, hein, avec le process, l'amélioration du process, et puis que dans les derniers, quand on ne sait plus agir sur le process ou sur le processus,
pour le rendre plus sûr, on va mettre en place des protections collectives et que les protections individuelles, ça ne reste que sur des risques résiduels. C'est-à-dire que quand on n'a pas su par la protection, on ne sait pas par la protection collective annuler complètement le risque pour le salarié, à ce moment-là, on met en place l'équipement de protection individuelle. Mais l'équipement de protection individuelle, c'est vraiment le dernier recours possible, et c'est vraiment pour des choses pour lesquelles il n'existe pas de possibilité de protection collective ou de suppression du risque, techniquement de suppression du risque. C'est quand on ne sait pas faire autrement. Oui, d'ailleurs, je voudrais rajouter effectivement sur ces commentaires que le Code du travail priorise la mise en place de protection collective en lieu et place des protections individuelles, que ce dernier équipement doit être réservé quant à la possibilité technique de mettre en œuvre de la protection collective. Donc, c'est défini dans les principes généraux de prévention, à l'alinéa 8, qui prévoit effectivement la mise en place de protection collective et la protection individuelle uniquement en cas d'impossibilité de mise en place de l'utilisation d'équipements de protection individuelle en cas d'impossibilité de matériel de mettre en place de la protection collective. Merci pour ces réponses complémentaires. Dernière question. Plusieurs accidents graves récents font apparaître des risques d'intoxication au CO par l'utilisation de machines thermiques de tronçonnage, par exemple, en espace clos, en sous-sol notamment. Une action de com en direction des TPE-BTP est-elle envisagée? Risque d'intoxication, machines thermiques, action de communication. Donc, Pascal, donc à ce jour, dans le Grand Est, on a eu 2 signalements d'accidents graves là-dessus. Et au niveau national, il y a une réflexion en cours. On attend de consolider ça pour voir si c'est vraiment un problème national. En tout cas, la remarque de monsieur est pertinente. C'est vrai que ces nouveaux outils font apparaître des nouveaux risques. Et il est important de rappeler l'utilisation de ces outils de travail. Merci. Peut-être un rappel aussi à faire sur les travaux en milieu confiné. C'est aussi ça. Généralement, ce genre d'accident arrive lorsqu'il y a des travaux. Alors, le dernier que j'ai en tête, mais c'était peut-être pas ceux qu'on évoque là, mais c'était un travail sur un laboratoire dans un grand magasin où l'entreprise travaillait de nuit et donc avait complètement clos avait fait en sorte que la poussière ne puisse pas sortir pour pas aller sur le magasin, la grande surface, pour pas embêter les clients le lendemain matin à l'ouverture. Sauf qu'en faisant ça, mais quand on découpe avec une machine thermique, on émet en effet du CO, des CO2, et que quand on travaille plusieurs heures là-dedans, à un moment donné, il n'y a plus assez d'oxygène, il y a trop de CO et de CO2, et le salarié, il tombe, voilà, il a un accident. Donc, c'est aussi tous les travaux en milieu confiné ou en espace clos qui posent un souci sur ce type d'accident. Merci pour cette réponse, encore une fois complémentaire. Je vous propose qu'on s'arrête là pour le temps des questions-réponses. Je partage avec vous le lien vers le PRST4 Grand Est, sur lequel vous retrouverez semaine prochaine le replay de ce webinaire ainsi que les supports qui vous ont été présentés. Les quelques questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre là seront envoyées aux différents intervenants et une réponse vous sera, je n'en doute pas, faite d'ici quelques jours. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon week-end prolongé et à remercier chaque intervenant pour la mise en place de ce webinaire et remercier tous les participants de nous avoir accordé un peu de leur temps, que ce soit en live ou en replay. Merci à toutes et à tous et on vous dit à bientôt pour de nouvelles informations et conseils en prévention, chacun dans notre domaine. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à tous. Au revoir.